Mesdames et messieurs, bonsoir, merci de nous rejoindre en direct sur H24 News sur l'échiquier international. L'Union européenne se positionne vis-à-vis de l'horreur exercée par l'entité sioniste qui, après avoir tué plus de 152 Palestiniens et rasé leurs maisons, décide de procéder à la deuxième étape génocidaire qui consiste à affamer la population palestinienne. Des crimes contre l'humanité que nul n'ose dénoncer ou stopper. Comment doit-on aujourd'hui donc interpréter la réaction de l'Union européenne qui hausse le ton contre toute attente contre son allié Israël ? Pour en parler ce soir, nous accueillons avec beaucoup de plaisir Jacques-Marie Bourget. Vous êtes journaliste, reporter, mais également écrivain français. Jacques-Marie Bourget, bonsoir. Merci d'être avec nous. Bonsoir, je suis très content. Alors, content d'être avec vous. C'est aussi important pour nous, Jacques-Marie Bourget. Alors, Jacques-Marie Bourget, aujourd'hui, on va parler de cette réaction de l'Union européenne qui donc hausse un peu le ton. Ce n'est pas de ses habitudes, surtout contre l'entité sioniste. Comment doit-on interpréter ce petit changement, d'ailleurs, sur le ton et de cap vis-à-vis de l'entité sioniste ? Bon, c'est un changement pour moi de comédie qui ne va pas durer très longtemps. En fait, il y a une pression des populations européennes, hormis la France, puisque en France, vous avez des gens comme M. Retailleau qui font que si jamais vous manifestez votre dégoût du sionisme, vous allez en prison. Donc, c'est très difficile de manifester. Il y a une communauté juive importante, il y a le CRIF, il y a tout un poids, donc c'est un peu compliqué de manifester. Bref, dans les autres pays d'Europe, les manifestations sont considérables, donc les dirigeants se sentent un petit peu gênés. Mais pour vous donner une idée, en février 2024, il y avait déjà 18 000 morts à Gaza, sans doute plus, mais officiellement 18 000. Les Espagnols et les Irlandais ont demandé à ce que, dans le cadre de l'article 95 qui régit les relations d'Israël avec l'Europe, on examine l'article 2 qui veut qu'Israël respecte les droits de l'homme. Et on a refusé à l'Espagne et à l'Irlande d'examiner cet article 2 partant du principe qu'avec 18 000 morts à Gaza, Israël respectait les droits de l'homme. Aujourd'hui, on est à 60 000, quoi. Oui. Et on va recommencer à examiner cet article 2. C'est-à-dire qu'on va dire, mais est-ce que par hasard, Israël ne serait pas en train de commettre des crimes contre l'humanité? On se pose encore des questions, etc. oui. Donc, c'est une fumisterie. C'est simplement pour satisfaire les opinions publiques. En Europe, l'accord va être impossible puisque vous avez les Tchèques, vous avez les Hongrois, les Allemands tirent très fort en arrière. Il n'y aura aucune décision. Pour l'instant, c'est une espèce de spectacle qui est donné, mais qui n'a aucune importance, qui, à mon sens, n'aboutira pas. Oui, alors dans ces cas-là, Jacques-Marie Bourget, on va dire comment ça a commencé, parce qu'il est quand même un peu utile de le rappeler. Aujourd'hui, l'entité sioniste est en train d'affamer ou d'utiliser la faim comme arme de guerre après avoir rasé pratiquement le tiers de la population palestinienne, rasé leurs maisons, rasé les vies humaines. Et puis, il y a eu la tournée de Trump dans les pays du Golfe. Tout de suite, il y a eu un changement de cap du côté de l'Union européenne. Ça a commencé avec la Grande-Bretagne, c'est-à-dire c'était, si vous voulez, des réactions de pays européens. La France, la Grande-Bretagne, la Belgique, qui ont dit qu'ils ne vont pas rester les bras croisés face à ce qui se passe aujourd'hui à Gaza, qu'il faut absolument ouvrir, si vous voulez, les passages pour permettre à l'aide de rentrer. Alors, le mot ne pas rester les bras croisés, ça veut dire que pendant plus d'une année et demie, ils étaient avec les bras croisés. Mais bien sûr qu'ils étaient avec les bras croisés. Non seulement les bras croisés, mais ils approuvaient totalement la politique de Netanyahou. Il faut savoir que la moitié des armements utilisés par Israël proviennent de l'Europe. Alors, c'est bien gentil de vouloir faire examiner l'article 2 des accords de 95, mais on pourrait par exemple immédiatement interdire tout commerce d'armes entre l'Europe et Israël. Ça aurait un sens. On pourrait
stopper les relations commerciales. Mais si le cas de la Grande-Bretagne est étonnant, puisque si aujourd'hui le Premier ministre britannique est en poste parce qu'il a été mis en place par les sionistes qui ont chassé M. Corbyn, qui était avant lui à la tête du Parti travailliste. Donc même lui, mis en place par les sionistes, trouve que la politique de Netanyahou est un petit peu dérangeante. C'est vous dire si c'est absolument extravagant. Oui. Donc il y a eu une union avec le Canada, et une union avec la France pour tout d'un coup lancer ce mouvement. Pourquoi? Parce que Trump maintenant est allié avec les Émirats d'Arménie, avec le Maroc, avec Israël. Il y a une espèce de ligne qui se tient et l'Europe ne compte absolument plus dans la politique de M. Trump. Il est en train de se dégager de l'Ukraine. Donc les Européens sont orphelins tout seuls. Ah mon Dieu, que faire? Donc tout d'un coup, on dit ah mais c'est horrible ce qui se passe à Gaza, mais tant que M. Trump a été efficient en Europe, a voulu donner ses ordres, quand il voulait lui-même transformer Gaza en terrain de golf ou en plage pour hôtel de luxe, personne n'a rien dit. Donc, si vous voulez, c'est de circonstances. Les Européens se sentent tout d'un coup un petit peu solitaires, un petit peu abandonnés. Ils ont des opinions publiques qui poussent quand même à dire halte là, ça suffit, c'est la barbarie, c'est plus de notre temps. Et donc, c'est ça, mais ça n'ira nulle part. Alors, dans ces cas-là, est-ce que réellement, on va dire qu'il faut prendre ces mises en garde, ces menaces au sérieux de la part de l'Union européenne concernant donc l'entité sioniste, c'est-à-dire lorsqu'on la somme entre guillemets, parce que ça n'est jamais arrivé de par l'histoire de cette entité, donc lorsqu'on lui demande d'ouvrir les passages pour permettre, si vous voulez, l'acheminement de l'aide, est-ce qu'il faut prendre réellement ces mises en garde au sérieux ou est-ce qu'il faut voir derrière ou chercher à savoir ce qui se cache derrière? Écoutez, c'est très simple. Moi, les Israéliens m'ont envoyé une balle de M16 dans le poumon en 2000. Oui. Je sais très exactement comment ça fonctionne. Ça veut dire qu'après, ils sont totalement irresponsables. Il n'y a pas de recours. Ils font ce qu'ils veulent, quand ils veulent. Ils ne respectent aucune loi. C'est eux qui font la loi. Aujourd'hui, ils viennent à Jenin de tirer sur 21 diplomates qui visitaient Jenin à la demande de la haute autorité Tout à fait. Il y a eu des réactions. Oui. Et ces diplomates ont été obligés de se mettre à plat ventre derrière des véhicules, etc., parce que l'armée israélienne leur tirait dessus. Vous n'allez pas me dire qu'on peut faire une entente, on peut faire quelque chose de cohérent et de constructif avec des gens pareils. C'est absolument impossible. Les seuls qui puissent les obliger à faire quelque chose, c'est toujours la même chose. À chaque fois qu'il y a dans les conflits opposants, c'est un conflit qui date depuis un siècle, mais enfin disons dans les parties guerrières entre les Palestiniens et Israël, à chaque fois qu'il y a eu un apaisement, c'est les Américains qui l'ont imposé, notamment en menaçant de couper le robinet des dollars et en menaçant de ne plus fournir d'armes. Et dans ce cas-là, comme par hasard, le conflit s'est arrêté. C'est la seule chose. Autrement, c'est vraiment pour se donner des postures, pour se donner bonne conscience. Comment voulez-vous que l'Europe se revendique le pays des droits de l'homme, notamment la France, que ce droit de l'homme, on veut l'exporter partout, qu'on veut donner des leçons à tous les pays du monde, à commencer par l'Algérie, qu'on leur dit comment il faut faire, comment il faut être démocrate, comment il faut être, etc., etc., et tolérer qu'on transforme des enfants, des femmes, des hommes, et peu importe, des êtres humains, en tas de bouillies sanguinolentes. C'est atroce, des gens qui n'ont plus de maison, qui n'ont plus de nourriture. Moi j'étais dans le camp de Sabra Shatila en 82 pendant... C'était un génocide, je le rappelle. Aujourd'hui, on nous parle de génocide, mais le génocide, c'est une vieille politique. Le génocide, en 1982, l'Assemblée générale de l'ONU a déclaré que le massacre de Sabra Shatila était un acte de génocide, je le répète, qui n'a jamais été jugé, qui n'a jamais été condamné. On l'oublie. On a dit, oh c'est les phalangistes. C'est faux, c'était Israël qui était à Sabra Shatila. Et avant, vous avez eu au Liban
Fatah el-Zatar, la Quarantina, c'est une politique, et je ne parle pas de la Nakba, bon, c'est une politique au mieux d'épuration ethnique et au pire de génocide, c'est-à-dire qu'on veut les éliminer. Si vous regardez aujourd'hui la télévision israélienne, c'est absolument épouvantable. La télévision française à côté, c'est CNews, c'est rien du tout. C'est un appel à l'éradication, au meurtre et à la disparition des Palestiniens en continu. Donc, qu'est-ce que vous voulez négocier avec des dingos pareils? C'est rien. C'est absolument impossible. C'est désespéré. Alors, comment doit-on aujourd'hui accueillir cette réaction ou ce positionnement de l'Union européenne? La Grande-Bretagne, l'Italie ont convoqué l'ambassadeur sioniste, je veux dire israélien, dans leur pays pour lui faire signifier qu'ils n'étaient pas tout à fait d'accord avec le procédé de son pays concernant, donc, si vous voulez, l'examen ou la façon avec laquelle ils sont en train d'opérer à Gaza. On parle même d'offensive intolérable de la part de l'armée de l'armée sioniste. Mais oui, Quand même, c'est nouveau tout ça, ce sont des faits nouveaux. Mais oui, oui, bien sûr. ça aurait pu se faire un peu plus tôt, lorsque, par exemple, l'agression a commencé sur Gaza. Pourquoi ce timing finalement? Et si vous voulez, les diplomates n'ont pas été convoqués pour protester contre la politique des Israéliens à Gaza. Les diplomates ont été convoqués, enfin les ambassadeurs, parce que Israël a tiré sur les diplomates et ils ne pouvaient pas faire autrement, ces pays, que de protester en convoquant Il l'ambassadeur y en avait des disant mais diplomates pourquoi arabes surtout. Oui, enfin oui, il n'y avait pas Le que peu de des arabes, considération. Oui. oui, oui, bien sûr. Hmm. Un arabe, ça n'a pas Ça n'a pas de prix, vous pouvez le dire. sa vie n'a aucun Hmm. prix, aucune valeur. Mais si vous voulez, là, l'histoire des diplomates, c'est parce que, quand même, on tirait sur les diplomates, c'est pas bien. Mais si vous voulez, il ne se passera rien. Il ne se passera rien. Il se pourrait éventuellement se passer quelque chose si par miracle le gouvernement et la clique de M. Netanyahou attrapaient et mourraient du Covid. Mais autrement, ils sont là hein, et ils vont augmenter leur terreur. Et je vous le répète, même si l'opinion publique, si l'opinion publique existe, moi je pense qu'elle n'existe pas, mais enfin en Israël, il y a quand même des gens qui s'indignent et qui s'inquiètent et qui s'en vont. La tendance médiatique en Israël, c'est quand même de dire éradication, évacuation, tuez-les tous et revenons au projet de M. Trump, de celui de faire des beaux hôtels et des golfs. On en est là. Faut voir les choses clairement. Alors, d'un Oui. côté, il y a des Européens impuissants qui disent rien depuis 2 ans, qui sont grotesques et ridicules, et qui, tout d'un coup, font des proclamations parce qu'ils se sentent un peu tout seuls, parce qu'ils disent ah, pour le pillon, c'est bien, etc. Mais ça n'aura aucune efficacité. Et, quand même, on s'étonne qu'il y a certaines personnes ou qu'il y ait certains pays au sein de l'Union européenne qui se sentent quand même, si vous voulez, se sont opposés à cette option, à cette proposition qui a été proposée, car ils sont quand même 17 pays sur les 27 qui existent Oui. à être d'accord pour aller vers un blocus. Faut-il s'étonner justement qu'il y ait de l'abstention et qu'il y ait de l'opposition de certains pays? Que voulez-vous que je vous dise? L'Europe, c'est comme De Gaulle disait, l'ONU, c'est un machin, mais l'Europe, c'est un machin. L'Europe, c'est une colonie qui a été construite par les États-Unis d'Amérique. C'est pas une entité politique, c'est pas une Europe qui soit une fédération. C'est une espèce de puzzle de pays qui sont priés de travailler ensemble. Mais c'est grotesque. L'Europe a été créée par un agent de la CIA qui s'appelait Monsieur Monnet et par un ministre du maréchal Pétain qui s'appelait Schuman. Alors elle est jolie l'Europe. Qu'est-ce que Hmm. vous voulez faire avec ça? Et Madame van der Leyen, qui est autant américaine qu'allemande, où on ne sait pas trop ce qu'elle est, vous croyez qu'elle va taper du poing sur la table pour dire examinons fameux article 2? C'est grotesque. Enfin, quand vous avez des enfants qui meurent de faim, des femmes, la boucherie à laquelle on assiste. Et l'Europe dit ah bah oui, peut-être on va examiner l'article 2, mais c'est une honte. Les gens qui profèrent ça devraient avoir honte.
C'est absolument scandaleux. Donc, moi, je pense qu'on en reste au vieux standard. L'Europe essaie de sauver sa réputation, mais elle en a plus. C'est Trump dans son coin qui trouvera une solution s'il y en a une, et je ne sais pas quelle sera laquelle. Comment voulez-vous que fonctionne le Parlement européen? Vous me dites qu'il y a 17 pays qui ont approuvé sur les Sur 27. 27, oui. Mais oui, ben oui, d'accord, mais Mm. combien à Bruxelles vous avez de personnes qui travaillent dans des cabinets de lobbying pour Mm. influencer? Eh ben, il y en a 40 000. À Bruxelles, il y a 40 000 employés qui travaillent dans des cabinets de lobbying pour convaincre les pays, les gens de bien voter. Et Ouais. bien voter, c'est voter en faveur d'Israël. Mm. Même le Maroc s'est fait pincer avec des histoires de financement euh, en Europe. Le Qatar s'est fait lui aussi coincer. Ne croyez pas que l'Europe, c'est une entité libre qui prend des décisions sereines, conformes aux droits de l'homme et aux intérêts des pays. Pas du tout. J'allais dire, c'est un souk. Voilà, c'est au plus offrant. Oui. Alors là, on est tout d'un coup, subitement, une posture. Ben voilà, on va dire, ah bah Gaza, c'est pas bien quand Très même. bien. Mais Oui. c'est atroce. Oui, Jacques-Marie Bourget. Alors, il y a quand même eu une réaction parce qu'au fait, le Premier ministre Netanyahou de l'entité sioniste trouve incompréhensible, d'une incompréhension totale, pour reprendre ses propos, les critiques de l'Union européenne. Qui s'inquiète également pour lui. Alors nous, la question qui se pose aujourd'hui, est-ce que réellement, aujourd'hui, l'Union européenne s'inquiète du sort de Netanyahou? Est-ce qu'elle s'inquiète réellement? Est-ce qu'elle est en train de dire que nous sommes contre le génocide, nous sommes contre l'agression, nous sommes contre cette arme de guerre qui est la faim, ou est-ce que c'est contre Netanyahou réellement? C'est-à-dire, est-ce que l'Union européenne n'a pas envie d'en finir avec Netanyahou plutôt que de dénoncer le génocide et les agressions réellement? L'Union européenne absolument pas envie d'en terminer avec M. Netanyahou. La preuve, c'est que son avion, il a traversé l'espace aérien, notamment français, pour aller aux États-Unis. Comme il est recherché par la CPI, l'avion aurait dû être arrêté, détourné, mis au sol, et M. Netanyahou aurait dû être conduit en prison, et pas du tout. Donc, Netanyahou, c'est un vieux compère, c'est un vieux complice, c'est un vieux. On a vu François Hollande, président de la République française, qui était chez Netanyahou il y a quelques années. Elle a déclaré, si je savais chanter, je chanterais avec vous l'hymne israélien. Donc, qu'est-ce que vous voulez dire? À partir du moment où Israël est un État américain, que l'Europe est une colonie américaine, tout ça, c'est une salade, j'allais dire une salade Alors, à russe, mais quoi riment toutes ces positions? c'est une salade américaine, quoi. Voilà. Hmm. Ah ben, c'est des postures. C'est pour que monsieur Macron, qui demain va dire le contraire ou amender son propos en disant ah oui, mais il faut que le Hamas s'en aille, etc. Les autres vont tous pareil reculer, mais dans l'instant, il y a une espèce de conjonction d'indignation, croyant, c'est quasiment, c'est ou du théâtre ou de la religion. C'est une espèce de rite, quoi. Et on vient dire, on peut pas quand même tolérer ça, on peut pas avaliser des choses pareilles. Mais bon, si vous voulez être efficace, je vous le dis, demain, il n'y a plus une arme qui quitte l'Europe, ça ira déjà beaucoup mieux pour les Palestiniens. Mais ça, ils ne le feront jamais. Dans ces cas-là, finalement, c'est très peu rassurant ce que vous dites, parce qu'à partir du moment où toute cette mise en scène, si on peut l'appeler ainsi, toutes ces réactions de l'Union européenne qui ne sont pas du tout auxquelles nous nous sommes habitués, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, carrément, on est devant une Union européenne de manière crescendo qui s'oppose à ce qui se passe à Gaza, alors qu'on ne l'a pas entendu pendant une année et demie quand même, à part quelques pays, peut-être les Pays-Bas, qui dès le départ avaient donc dénoncé.
Finalement, à quoi L'Irlande, rime d'avoir des l'Irlande, positions? Oui. l'Irlande et l'Espagne quand même ont eu des Oui, tout à positions fait. L'Espagne qui a eu une position fortes. très honorable. Alors finalement, Mm. pour terminer, Jacques-Marie Bourget, est-ce que vous pensez réellement que ces critiques vont faire peur à Israël et finalement, est-ce qu'on va lever ce blocus après toutes ces tergiversations politiques, diplomatiques et toutes ces voix qu'on entend? Ces critiques font tellement peur à Israël que quelques heures plus tard, ils tirent Ils sur les bombardent des diplomates diplômes. Oui, qui visitaient Jenin. Alors, ouais. non, il faut bien comprendre qu'Israël ne respectera jamais une règle, respectera jamais un accord, un traité, etc., sous prétexte que il y a toujours l'argument de la mise en danger. C'est-à-dire que moi j'ai vu à Beyrouth, les chars devaient s'arrêter à tel endroit, 1 heure plus tard, ils étaient 5 kilomètres plus loin. On posait la question, mais pourquoi avez-vous avancé alors qu'il y avait une convention, il ne fallait pas bouger? Ah, parce qu'on n'était pas en sécurité. C'est Oui. toujours l'argument. Donc, si vous voulez, il ne se passera rien tant que les Américains ne feront pas quelque chose. Voilà, c'est tout. Donc Donc, c'est si les M. Américains qui Trump doivent rentrer en jeu immédiatement. Bien sûr, et M. Trump, bon, il a deux composantes. Il a la composante de l'EPAC et de la communauté juive en Grande-Bretagne, aux Aux États-Unis, États-Unis. qui n'est pas, qui est de moins en moins unanime, enfin qui est pas tellement pousse au crime. Mais il y a aussi, il faut pas oublier, les évangéliques, les électeurs chrétiens de Monsieur Trump, qui, pour partie, il y a quelquefois, en certaines saisons, il y a 25% des colons en Israël qui sont des chrétiens américains amis de M. Trump. Donc, si vous voulez, tout ça, c'est une composante avec laquelle faut tenir compte. M. Trump ne prendra pas de décision, je ne sais pas quelle décision il peut prendre, mais il n'y a que lui qui peut imposer quelque chose. Oui, et d'autant plus que la question a été évoquée lors de sa tournée où il a parlé justement du fait qu'il faut absolument lever ce blocus. Jacques-Marie Bourget, je vous remercie d'avoir été avec nous. Je vous remercie pour cet éclairage et je rappelle que vous-même, vous avez été donc victime de l'antitétioniste, de son armée et que jusqu'au jour C'est d'aujourd'hui, vous vrai, êtes toujours en combat pour c'est vrai, faire valoir vos c'est droits vrai. pour une balle que vous avez reçue et que l'antitétionniste ne reconnaît pas être la sienne. Et mon beau-père a été victime de l'armée française en Algérie. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Jacques-Marie Bourget. J'espère qu'on se retrouvera pour d'autres émissions, pour d'autres débats. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci pour votre attention. On se retrouvera demain pour un nouveau numéro de l'Échiquier international. Au revoir.